Donc, en fait, je vous propose dans une première partie en fait, de faire un tour d'horizon finalement de l'employabilité des seniors en Suisse. Et la première question qui va se poser, c'est finalement un senior, qu'est-ce que c'est pour le marché du travail? Et là, finalement, réside toute l'ambiguïté, puisqu'on confond toujours senior, le retraité, et senior, en fait, l'expert en fait, pour le marché du travail. Donc, l'âge du senior et du collaborateur senior reste très flou. Pour le SECO, on l'évalue à 50 ans. Pour les recruteurs et le marché du travail, on est plutôt à 45 ans déjà. Et puis chacun finalement va avoir en fait sa propre perception de son âge par rapport à la réalité. Donc le premier constat, c'est vraiment une définition pas très claire en fait du senior pour le marché du travail. Ce soir, on va retenir en fait 50 ans, même si finalement aux yeux des recruteurs, 45 semble être un tournant pour l'entrée dans cette catégorie. Voilà, donc il y a quelques années, le SECO avait fixé à 55 ans, ils l'ont abaissé à 50 ans, ce qui reflète finalement plus justement la réalité. Euh, Alors, une fois qu'on a fait cette définition, quelle est finalement la situation des seniors sur le marché du travail en Suisse? Donc, ce qu'on constate, c'est que les seniors sont de plus en plus actifs. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le graphique, 73% des gens de plus de 55 ans sont en activité, ce qui est effectivement une énorme proportion par rapport au reste de l'Europe. Donc là, on est finalement en troisième position, si on regarde le classement qui est proposé par Eurostat. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup de gens qui ont passé 50 ans sont absorbés par le marché du travail en Suisse et travaillent. Voilà, donc là, autre ambiguïté qu'on peut voir d'ailleurs sur la présentation, une fois on est à 50, une fois on est à 55. Donc vraiment, l'identité du collaborateur senior varie et fluctue. Ça, c'est une première chose importante. Donc, le chômage en Suisse, pour cette catégorie de personnes, quel est-il? Donc, pour l'année 2020, la proportion de seniors sans emploi par rapport au nombre total de chômeurs était de 27%. Donc, ce qui est en fait le corollaire du chiffre que je vous montrais avant, à savoir quand même que 70% des gens en fait, dans cette catégorie sont en emploi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le marché du travail donc, continue en fait de faire appel à ces travailleurs seniors. Par contre, entre guillemets, la mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a perdu son emploi ou qu'on passe par la case chômage, on constate en fait que ce groupe d'âge va plus souvent en fait en fin de droit et plus concerné par le chômage de longue durée. De même que quand vous cherchez un emploi, quand vous êtes dans cette catégorie, on constate également que la durée de recherche d'emploi est en moyenne allongée. On l'évalue actuellement à 383 jours pour quelques mois pour des catégories un peu plus jeunes. Voilà un petit peu pour les chiffres. Les solutions en fait, actuelles qui sont proposées par les institutions pour améliorer en fait, l'employabilité des catégories 55 et plus, on constate qu'elle est surtout d'ordre financier. Donc, on va jouer, ou on aimerait jouer sur la cherté de la LPP, jouer en fait sur les assurances sociales, essayer de lisser en fait le taux d'épargne. Mais finalement, le débat se concentre, là on le voit, uniquement sur des solutions financières, alors qu'il y en aurait d'autres. Comme par exemple améliorer l'employabilité, c'est aussi mieux former les gens, mieux les accompagner tout au long de leur parcours professionnel. Voilà. Donc là, visiblement, ce n'est pas une solution qui arrive en fait en pole position, mais qui pourtant serait très intéressante par rapport à cette catégorie d'âge. Alors maintenant, là, on va partir dans des grandes théories, les cycles de carrière. Donc là, effectivement, quand on a passé 45 ans, donc moi, je repars sur 45, puisque pour le marché du travail, dans la réalité, on constate que le premier coup de frein apparaît à 45. Donc volontairement, même si on dit, on considère le collaborateur senior à 50 ans officiellement, on sent que l'âge en fait réel a tendance à s'abaisser. Donc, quand on regarde les cycles de carrière, à partir de 45 ans, on entre dans la phase de légitimité. Donc, finalement, c'est intéressant et à chaque tranche d'âge va correspondre également une stratégie de réinsertion possible et puis finalement un public aussi d'entreprise qui sera plus enclin à vous engager. Je dis vous, mais ça pourrait être moi parce que je suis également dans cette catégorie. Donc, quand on a passé 45 ans, de 45 à 55 ans, on entre dans une période dite de légitimité. Donc ça, vraiment, c'est important aussi de l'entendre. Ça veut dire qu'à ce stade de sa carrière,
dans ce qu'on fait, on est légitime et reconnu. Donc ça, c'est important. Vous allez voir dans les stratégies de réinsertion de vraiment capitaliser et de vraiment intégrer cette légitimité. Donc à ce stade, on y reviendra par la suite, on conseille d'explorer les PME, les petites et moyennes entreprises ou les entreprises familiales qui sont souvent en fait, plus ouvertes en fait, à recruter des gens dits seniors. On encourage également les gens à cultiver leur visibilité. Si c'est pour vous, on vous encourage également à partir comme entrepreneur, à créer ou racheter une entreprise, étant entendu que ce projet, évidemment, il ne va pas concerner tout le monde. Il faut avoir les moyens, il faut avoir le projet et il faut avoir le caractère pour ça. Mais si vous l'avez, c'est vraiment l'âge parfait pour vous lancer aussi. On voit également et on encourage cette catégorie à se positionner dans des postes de responsables et moins d'assistanat, si c'est possible. Et puis, pour certains, 45 ans correspond également à un besoin de changement radical. Et on voit de plus en plus des gens qui arrivent en disant moi, je veux profiter de mon chômage pour faire autre chose. Donc, c'est aussi le moment ou jamais d'explorer un changement plus radical qui est la réorientation. Quand on arrive après dans la dernière catégorie, 55 et plus, donc là, on arrive sur la fin de sa carrière, même si finalement, on dit fin, mais il reste mine de rien 10 ans à cotiser à l'heure actuelle. Là, on considère qu'on est dans une phase de partage, de transmission. Donc là, on pourrait, si ça s'y prête, encourager les gens à la consultance, donc transmettre en fait leur expertise sur un métier. À nouveau, on encourage les gens de cette catégorie à privilégier les petites et moyennes entreprises, également à se mettre à son compte pour autant qu'ils en aient l'envie et puis le caractère, encadrer et former les plus jeunes, ou alors se diriger vers des professions dites pénuriques. Donc, par exemple, régulièrement, le marché du travail en fait, va avoir des creux et on va avoir du mal à recruter dans certaines professions. Donc, si vous en avez en fait les compétences et l'envie, là, du coup, l'âge n'est plus un problème puisqu'ils n'ont pas assez de monde. Donc, finalement, ça reste aussi un créneau en fait qui est favorable si vous êtes concerné par cette tranche d'âge. Alors, la grande question, recruter sur l'âge, est-ce que c'est une bonne idée? Puisque finalement, on va voir au travers de cette conférence que l'employabilité des seniors est souvent en fait confrontée à de la discrimination. C'est vraiment le premier frein qu'on va rencontrer dans le reclassement en fait, de cette population. Recruter sur l'âge, ben, non, ce n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que scientifiquement, si on recrutait les gens que sur l'âge et pas sur les compétences et l'intelligence ou la personnalité, on arriverait à un taux de prédiction proche de 0. Donc, c'est-à-dire proche de la graphologie ou du marc de café. Donc, vraiment, ça, c'est aussi quelque chose à retenir quand vous vous sentez discriminé. Vraiment, s'il y a des recruteurs qui m'écoutent ce soir, recruter sur l'âge, non, c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça prédit en rien de la performance de votre futur collaborateur. Là, je voulais le placer parce que c'est vraiment important de l'entendre. Alors là, on arrive vraiment dans le dur et dans le vif du sujet, les stéréotypes sur les travailleurs seniors. Donc, stéréotype, on pourrait le traduire, si vous préférez, par préjugés, par exemple. Tout ce qu'on peut imaginer sur une catégorie de personnes qui nous sert finalement à les catégoriser, à simplifier la pensée. Donc, un stéréotype, ça sert à faciliter un raisonnement, ça sert à classer rapidement des gens, pas forcément de manière d'ailleurs très optimale, mais enfin, c'est quelque chose qu'on fait tous finalement. Donc là, je juge personne, on a tous des stéréotypes sur une classe, on a tous des préjugés. Donc l'idée, en fait, c'est d'en avoir conscience, surtout si vous êtes dans la position du recruteur, parce que ça peut complètement altérer le choix et avoir un impact sur le recrutement. Donc là, j'ai mis quelque chose d'humoristique. Une étiquette, c'est facile à coller, c'est ça le stéréotype, le préjugé. Les jeunes sont tous ceci, les collaborateurs seniors sont tous cela, des gens de telle nationalité sont tous ceci, etc. Donc vraiment, c'est ça le stéréotype. C'est vraiment la facilité de la pensée, voire parfois la paresse. Mais le problème, c'est que quand c'est enclenché, c'est une étiquette qui est difficile à retirer. Si dans la tête du recruteur, quelqu'un un senior finalement est vu comme trop rigide, il va finalement se trimballer en fait tout ce préjugé pendant tout l'entretien,
ou pire encore, pendant la sélection. Voilà. Donc, en fait, tout l'enjeu pour les collaborateurs seniors, ça va être dans la recherche d'emploi de contourner les stéréotypes qui, de toute façon, leur seront accolés. Voilà. Alors, le top 3 des freins ou des préjugés, donc ça, c'est important de les connaître parce que finalement, en les connaissant, ce sera aussi une manière de les contourner ou de les déjouer. Donc là, ce tableau, il est intéressant parce que c'est la perception, en fait, du collaborateur senior par lui-même, par le cabinet de recrutement et par l'entreprise. Donc finalement, étonnamment, on voit que finalement, depuis ces 3 positions, les perceptions se rejoignent. Ça veut dire que le collaborateur senior est vu comme quelqu'un de coûteux, comme quelqu'un de difficile à manager et comme quelqu'un qui finalement n'a pas forcément envie encore de s'engager puisqu'il va commencer à calculer le temps qu'il va investir dans son poste. Alors là, évidemment, on est dans les plus grands stéréotypes qu'on va devoir en fait contourner dans la recherche d'emploi. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, depuis ces 3 positions, on arrive finalement à la même conclusion. Donc ce sera d'autant plus facile à déjouer, à contourner, que finalement, on perçoit les 3 la même chose. Attendez, j'étais un peu trop vite. Alors, au niveau des atouts, donc les atouts des collaborateurs seniors, là aussi, c'est très intéressant parce que finalement, si on prend en fait ces 3 perceptions, donc depuis le collaborateur, depuis le cabinet ou depuis l'entreprise, on voit que finalement, les perceptions se rejoignent. Ça veut dire que le collaborateur lui-même se sent quelqu'un de grande expérience, donc il mettra cet atout en avant, il aura raison, il est autonome et c'est vrai, et puis il a une capacité de recul et d'analyse de risque. Donc en fait, ces réponses, c'est des réponses qui ont été données. Il y a eu une vaste enquête qui a été faite il y a quelques années par un observatoire en fait, qui est basé en France, qui s'appelle À compétences égales, et qui en fait travaille sur tout type de discrimination. Donc ils ont fait des très grandes études en fait, sur l'âge, donc discrimination des plus jeunes ou à l'autre bout des collaborateurs seniors. Et donc là, les réponses en fait, qui ressortent sont le résultat de milliers de réponses à des sondages. Donc c'est relativement en fait, fiable. Donc le senior est expérimenté, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort dans la perception de ces 3 acteurs impliqués dans le recrutement. Il ne faut pas oublier que le recrutement, c'est vraiment la clé d'entrée. Donc s'il y a discrimination, du coup, c'est un empêchement à travailler. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'insister sur cette partie aval finalement du processus. Alors là, maintenant, on va faire un petit test. Donc chacun chez soi, tranquillement, vous allez, sans réfléchir, de manière très intuitive et instinctive, répondre à ces questions-là. Et ce qui serait intéressant, c'est de noter finalement pourquoi vous auriez spontanément recruté plutôt le A ou le B. Donc, première petite question du quiz. Si vous deviez être opéré ou subir une opération en tout cas importante, lequel de ces chirurgiens vous choisiriez? Plutôt le chirurgien A, 34 ans, 6 ans d'expérience, ou le chirurgien B, 55 ans et 30 ans d'expérience. Donc voilà, de manière très instinctive, peut-être noter la réponse ou mémoriser-la, mais encore plus intéressant, c'est pourquoi. Deuxième question, vous devez recruter une aide à domicile pour vos parents âgés. Laquelle de ces 2 personnes vous choisissez? La personne A, plus jeune, moins d'expérience, la personne B, plus âgée, plus expérimentée. Même chose. Question 3, et la dernière, vous devez prendre l'avion. Lequel de ces pilotes choisissez-vous? Le pilote A, 32 ans, 4 ans d'expérience. Le pilote B, plus âgé, 57 ans, 30 ans d'expérience. Là aussi, finalement, quand vous répondez, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous monteriez plutôt dans cet avion que dans l'autre? Voilà, donc volontiers, je reviens sur ce petit jeu à la fin de la présentation, si ça vous a inspiré en tout cas des réactions ou des réflexions. Alors maintenant, on va rentrer en fait dans le concret. Donc une fois qu'on a dit tout ça, qu'en résumé, le marché du travail était plutôt porteur pour la Suisse,
qu'on connaît en gros ce qui se passe dans la tête des recruteurs par rapport à la discrimination. Tout l'enjeu maintenant va consister à finalement avoir la bonne stratégie pour contourner, pour déjouer ces stéréotypes et donc augmenter ses chances d'être engagé. Alors là, c'était en fait une petite blague, la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est ce qu'on dit d'habitude. Et là, c'est vraiment pas ce que je vous conseille, c'est pas de les affronter, mais vraiment conscient de ce qui peut se passer dans leur tête, de vous préparer et d'argumenter et de devancer en fait ces stéréotypes du style vous êtes trop coûteux, vous êtes trop rigide. Même si ce sera jamais dit de manière très frontale, ce sera parfois et souvent pensé. Je fais une petite parenthèse, la bonne nouvelle aussi, c'est que quel que soit votre âge, si vous êtes convoqué à un entretien, c'est que vous êtes intéressant pour le recruteur. Donc l'âge n'est pas le vrai frein dans un premier temps. Même si les stéréotypes peuvent s'activer, vous êtes quand même convoqué, donc l'intérêt réel est là. Donc finalement, cet entretien, il est précieux, et quel que soit votre âge, de toute façon, il faut le préparer et l'argumenter. Donc là, peut-être ce que je vous propose, c'est de reprendre en fait les préjugés qu'on a vus il y a 5 minutes, et puis de préparer des exemples de réponses, par exemple, pour l'entretien. Donc, si on part du principe que le collaborateur senior va être trop coûteux, on l'a tous expérimenté, hein, moi aussi, en disant, mais finalement, c'est très bien, mais enfin, toute cette expérience, elle a un coût. C'est de dire, OK, peut-être je suis plus cher, mais en même temps, je serai opérationnel plus vite. À mon âge, j'ai un carnet d'adresses, j'ai un réseau. Donc finalement, dans cette fonction-là, peut-être que je pourrais faire plus rapidement des miracles. Voilà. Autre exemple, on pourrait le décliner un petit peu à l'infini, difficulté à être managé, ça c'est vraiment un stéréotype, un préjugé qui revient souvent pour les collaborateurs seniors. Vraiment, parce que quand on arrive finalement à la cinquantaine, on est souvent amené à travailler pour un chef ou une chef qui est plus jeune que nous. Et là, souvent, effectivement, mine de rien, il faut réussir à convaincre que ce ne sera pas un problème finalement, qu'on n'est pas sous-entendu rigide. Donc, on peut arriver en faisant comprendre à cette personne qu'on n'est plus carriériste, hein, c'est maintenant derrière nous. Donner des exemples. Hein. Les exemples, c'est vraiment la meilleure chose dans l'argumentation. De dire, écoutez, moi, dans la dernière expérience, ma chef, elle avait 20 ans de moins et ça s'est vraiment très bien passé. Vous pouvez vérifier, je peux vous donner les références. Donc vraiment, à nouveau, les exemples et les preuves. Dernier exemple également, on pense de nous finalement qu'on est résistant au changement. Et souvent, même si ce n'est pas dit, quand on dit résistant au changement, on pense à l'informatique, ce qu'ils appellent la fameuse fracture numérique. De toute façon, à 50 ans, il n'a jamais vu un ordinateur, il ne sait pas ce que c'est, etc. Et je vous en passe. Et là, vraiment, à nouveau, la meilleure défense étant la preuve, vous pouvez argumenter en disant, mais écoutez, moi, je fais des formations régulières, je suis secrétaire et j'ai évolué avec mon temps, je suis vraiment au top au niveau des outils bureautiques, je sais comment ils fonctionnent. N'hésitez pas, testez-moi, prenez-moi en stage. Donc à nouveau, vraiment déjouer en fait ces préjugés en prouvant que vous êtes finalement, que vous ne rentrez pas en fait dans ce que le recruteur va présupposer. Donc donnez des exemples, préparez vraiment vos rencontres avec les recruteurs. Prenez également des exemples d'arguments positifs, finalement liés à votre âge. Hein, on peut aussi utiliser ça dans l'autre sens. Les aspects positifs pour l'entreprise, c'est que quelqu'un qui a passé 45, enfin plutôt 50 ans ou 55 ans, il n'a pas envie de repasser peut-être par une période de chômage. Comme on l'a vu, c'est plus dur de rebondir et plus long. Donc voilà, quoi, ça peut être aussi un argument pour l'employeur. Vous pouvez également aussi jouer sur la stabilité dans le temps. Actuellement, une petite parenthèse, beaucoup d'entreprises avec lesquelles je discute se plaignent des très jeunes. Alors, à nouveau, stéréotypes et préjugés, ah, mais ils ne veulent plus travailler, ils n'arrêtent pas de changer, ils ne sont pas stables. Donc, servez-vous à l'autre opposé de cet argument en disant, moi j'ai 55 ans, 56 ans, écoutez, là, si je pouvais me caler chez vous jusqu'à la fin, je serais mais ravie. Donc, vraiment, cette stabilité, l'entreprise n'aura pas à recruter sans arrêt. Et ça, c'est un réel argument aussi. Servez-vous également de votre expérience professionnelle. On n'arrive pas à cet âge-là sans savoir rien faire. On a un parcours qui est riche, on a une expérience qui est également variée. Ça, c'est vraiment un trésor. Donc ça, c'est vraiment aussi un argument dont on peut se servir et dont on doit se servir en fait à l'entretien.
Donc, mettre ça en avant également. Le dernier aussi peut-être, la flexibilité. Ça rejoint en fait, on combat un petit peu la rigidité supposée. On n'est plus carriériste. En général, à cet âge-là, les enfants sont grands, il n'y a plus de famille et on est plus disponible. Donc ça, c'est des arguments qu'on utilise souvent en fait dans les ateliers de reclassement pour cette catégorie de personnes. Alors, comment déjouer tous ces préjugés, ces croyances? Il n'y a rien de mieux finalement que de se faire connaître et de rentrer en contact direct avec la personne qui est décisionnaire, donc l'entreprise. Donc, si c'est une petite entreprise, le patron, la patronne. Si c'est une entreprise plus structurée, avec les gens du recrutement peut-être. Et puis là, il y a un slogan qui marche du coup, mais là pour toutes les tranches d'âge. Quand on passe un entretien, s'il y a un mot à retenir et puis à encadrer et mettre au-dessus du lit, c'est rassurer. Quand on est dans un processus de sélection, le recruteur a peur de se planter. Et ça, c'est partout pareil. Donc finalement, le fait de le rassurer, donc là pour le coup sur votre âge, donc sur les stéréotypes qu'il pourrait avoir, c'est d'argumenter, d'avoir bien préparé votre présentation, d'expliquer, donc de donner des exemples et de convaincre. Bon, les trois généralement vont de pair, on rassure, on explique par des exemples et on arrive à convaincre, là, à nouveau également par des exemples ou par finalement, testez-moi, prenez-moi finalement peut-être 2 jours à l'essai pour voir, faites-moi un contrat à durée indéterminée, déterminée. Peut-être utiliser aussi des outils du chômage comme l'allocation initiation au travail, qui est parfaitement adapté à cette catégorie, ou alors prenez-moi sous forme de mission et vous verrez bien. Finalement, là, on est sur le principe du satisfait ou remboursé qui marche vraiment très, très bien. Donc, en fait, là, je vous raconte tout ça pour introduire, en fait, la manière la plus efficace de trouver de l'emploi, passé 50 ans, mais même, j'ai envie de dire, à partir de 45. Donc là, on va rentrer à nouveau dans le plus concret. On va aborder le marché caché. Certains connaissent peut-être ce concept, d'autres peut-être pas, mais c'est vraiment l'arme fatale de la recherche d'emploi dès 45 ans. Donc là, je vais vous mettre un petit c'est l'extrait d'un livre en fait d'un spécialiste en fait du réseautage que je peux même d'ailleurs présenter à l'écran si on le voit ici en fait. Voilà, donc cette phrase est issue de ça. Et là, il fait un jeu de mots en anglais, networking or not working, c'est réseauter ou ne pas travailler. Et ça, il dit à partir de 50 ans, cette phrase, elle est pour lui en tout cas non négociable dans son expérience. Alors, le marché caché, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toute la partie qui est finalement non visible du marché de l'emploi. La plupart d'entre vous, peut-être, ils vont en fait voir les petites annonces comme on fait souvent. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché ouvert. Le marché ouvert, donc, c'est la petite annonce, qu'elle soit finalement sur un job board comme JobUp, qu'elle soit encore dans la presse traditionnelle. Alors, je prends un exemple valaisan, le Nouvelliste. Ça, c'est vraiment tout le marché qu'on peut voir. En fait, il est tangible, il est visible. Une entreprise a un besoin et elle va l'annoncer. Donc ça, c'est bien, c'est pratique, on ne se casse pas trop la tête. Il y a une annonce, on pense qu'on correspond à peu près à 70% et allez, on balance la candidature. Ok, très bien. En revanche, le problème que vous avez, si vous jouez que sur cette partie du marché ouvert, c'est que en fait, 70% des gens vont se concentrer sur ce tiers. Donc, imaginez la concurrence. Et du coup, si vous êtes quelqu'un qui ne fitait pas parfaitement à l'annonce, bon courage. Généralement, les résultats ne sont pas très bons. Donc, le marché ouvert, il est souvent réservé, alors là, je suis à la hache dans mes conseils, mais globalement, ni aux très jeunes, ni aux plus âgés. On va le réserver à des gens entre deux dans la carrière, suffisamment expérimentés, mais pas trop, qui sont vraiment à laquelle souvent s'adressent les annonces. Donc, les 70%, ce qu'on appelle le fameux marché caché, c'est tout en fait le marché qui va pas être, que vous ne trouverez pas dans la presse, pas dans les journaux, pas sur JobUp. En fait, l'entreprise, elle n'a pas passé d'annonce. D'ailleurs, pour plein de raisons. Parce que quand vous passez une annonce, ça demande en fait du personnel. C'est beaucoup de travail de lire les CV, de sélectionner, etc. Il faut trier, il y a beaucoup de gens hors sujet. Je vous donne un exemple. Quand vous cherchez une secrétaire, par exemple,
et que vous passez une annonce dans le Nouvelliste, alors je suis sur un exemple valaisan parce que je vis en Valais, l'entreprise reçoit en moyenne 400 dossiers. Donc, vous imaginez la concurrence et vous imaginez le boulot pour l'entreprise. Donc, souvent, on a recours aussi au marché caché parce qu'on ne veut pas justement se casser la tête. Donc, c'est la fameuse recommandation. Tiens, tu ne connais pas quelqu'un, donc on va demander peut-être aux autres collègues si dans leur réseau, il n'y a pas quelqu'un. Et ça se fait beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Il y a énormément de postes, qu'ils soient cadres, qualifiés ou non qualifiés, qui passent vraiment par le marché caché. Parce que finalement, il y a la recommandation, ça coûte beaucoup moins cher, ça prend moins de temps, et puis c'est un peu un gagnant-gagnant et pour l'entreprise et pour le candidat. Or, beaucoup de gens, quand on cherche du travail, sont parfaitement, ne connaissent pas du tout ce marché-là et du coup ne l'exploitent pas. Or, je le répète, quand on a passé 45 ans, le marché caché doit commencer à entrer dans votre stratégie. Donc, ce que je conseille, à partir de 45 ans, c'est de continuer le marché ouvert, la petite annonce, mais de commencer à mettre en route le marché caché. Et plus on va en âge, donc c'est 2 leviers, plus on va augmenter le marché caché et plus on va baisser le marché ouvert. Sincèrement, passé 55 ans, on a des statistiques, le marché ouvert, c'est vraiment pas génial. Généralement, vous êtes proche de zéro en fait, dans le résultat. Sauf dans 2 cas, évidemment, si le marché est dit pénurique, ça veut dire que vous postulez dans des emplois où on ne trouve personne. Donc là, du coup, effectivement, là, vous passez. Voilà pourquoi, quand on a un collaborateur senior, il faut vraiment se focaliser et mettre toute son énergie sur cette stratégie de réinsertion. Alors, en plus, ça s'y prête bien parce que quand on est senior, qu'on a atteint un certain âge, on a quand même pas mal d'atouts pour cette démarche. On a un carnet d'adresses fourni, je veux dire, on a vécu, on a eu des collègues, on a eu des fournisseurs, on a eu des clients, etc. On connaît bien son milieu professionnel. Donc, on sait finalement ce qu'attendent les sociétés à ce poste-là. On a un vécu, etc. On sait exactement, normalement, quelle est notre valeur ajoutée. On sait ce qu'on peut apporter. On a roulé sa bosse, donc on sait exactement nos points forts et on sait aussi les mettre en avant. On a, normalement, une plus grande décontraction dans les échanges, plutôt une attitude d'égal à égal, puisqu'en vieillissant, souvent, mais pas toujours, les patrons dans les petites boîtes, souvent, ont notre âge. Donc, finalement, la position est moins inégale que quand vous avez 20 ans. Donc, ça rend aussi la démarche, peut-être, pour certains, plus décontractée. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est que finalement, quand on parle d'égal à égal, on peut avoir un vrai échange avec le professionnel en face. Parce que peut-être que moi, j'ai 30 ans dans l'expertise comptable, j'ai n'importe quoi, et peut-être que ce directeur de bureau, lui aussi, est heureux finalement de partager ce que vous avez pu en fait vivre au travers de ces 30 ans avec lui, ce qu'il vit peut-être. Donc ça, c'est vraiment les atouts qui vont en fait nourrir votre démarche. On a également des freins. Souvent, les gens disent non, on vous arrête, madame, c'est pas pour nous, c'est compliqué. Moi, je sais pas demander, j'aime pas, je me sens pas à l'aise dans cette position. Vous vous rendez pas compte, ils vont savoir que je suis au chômage, c'est un peu la honte, etc. C'est compréhensible, mais en même temps, c'est dommage parce que finalement, quand on voit le nombre d'emplois qui sont trouvés grâce au marché caché, en restant dans ces freins, finalement, on se coupe d'une grosse partie du marché du travail. Et puis, certains n'y vont pas parce que tout simplement, ils n'ont aucune connaissance de cette technique. Donc là, je la survole, hein, mais elle fait l'objet en fait d'ateliers de plusieurs jours, on s'entraîne, etc. Donc voilà. Alors, si on va un peu plus dans le détail, pour adopter cette stratégie du marché caché, on part avec une petite boîte à outils. On ne part pas comme ça, hein, ça se prépare vraiment. Le premier outil, et je l'ai mis en fluo exprès, c'est le projet. Quand on cherche un emploi, d'ailleurs, que ce soit marché caché ou marché ouvert, il faut qu'on ait un projet professionnel clairement défini. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, on doit être capable de dire, voilà, je cherche un poste en tant que, et dans tel secteur économique, par exemple. Alors, si on est menuisier, c'est facile, mais si on est, par exemple, secrétaire ou comptable,
ou qu'on est, je ne sais pas moi, responsable financier, on doit pouvoir nommer le secteur économique qu'on aimerait intégrer, parce que ça a également son importance. Donc le projet professionnel, c'est vraiment l'outil non négociable et indispensable pour tout chercheur d'emploi. Il y a peut-être des gens qui doivent penser: «Ouais, mais moi, de toute façon, je m'en fous, je cherche juste un travail et je suis ouvert à tout». Eh bien, c'est une très mauvaise idée. Il y a un slogan dans la réinsertion qui dit «Qui cherche tout ne trouve rien». Voilà. On pourra peut-être en débattre après si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue. Deuxième outil, alors ça c'est un mot un peu savant, elevator pitch, c'est en fait une présentation rapide de qui vous êtes. Donc finalement, ça c'est le mot à la mode, qui voulait dire que vous aviez le temps pour monter les quelques étages de l'ascenseur pour vous présenter à la personne. Voilà. Mais oubliez ce mot-là compliqué. Le point 2, c'est vraiment apprenez à vous présenter de manière concise. Voilà, je suis madame machin et je cherche plutôt ça dans tel domaine d'activité. Je suis prête à rouler jusqu'à, je ne sais pas moi, une demi-heure de chez moi, voilà mon prix, etc. Vous devez également avoir travaillé vos atouts clés. Finalement, c'est quoi votre valeur ajoutée? Si vous cherchez, par exemple, un travail d'aide à domicile, par exemple, il faut que vous puissiez en fait nommer les atouts qu'aurait un employeur à vous prendre, vous, plutôt que quelqu'un qui vient de démarrer. Pourquoi vous, finalement? Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui se préparent. Alors, carte de visite, c'est un peu désuet, mais enfin, dans les petites entreprises, ça se fait encore. Puis un mini CV, parce que même si on n'y va pas pour trouver, pour demander expressément un travail, dans cette démarche-là, à tout moment, on peut vous demander: «Mais au fait, vous, madame, qui êtes là, peut-être que vous cherchez quelque chose, vous n'auriez pas un CV à me laisser ou quelque chose?» Et là, il faut être prêt à le donner. Donc ça, il faut vraiment le laisser dans votre boîte à outils. Ensuite, vous devez avoir la liste des entreprises cibles. Donc, ça découle toujours du point 1. Si le projet est clair, vous allez avoir une liste d'entreprises cibles. Exemple, je suis menuisier, j'habite dans le Gros-de-Vaud, par exemple, et je ne veux pas me déplacer trop. Je veux faire pas plus que 15 kilomètres, je dis n'importe quoi. Alors, je dois avoir la liste des entreprises qui correspondent à ces critères-là. Ensuite, je dois avoir la liste des contacts. Donc, ça découle du point 4. Je veux approcher cette menuiserie, mais il me faut un nom, il me faut un téléphone. Et ça, je dois me débrouiller pour le récupérer si je veux rentrer en contact. Le point 6, ça c'est la partie, on va dire, moderne des choses. On a un profil LinkedIn à jour et complet. Donc ça, c'est effectivement, quand vous travaillez, c'est un peu le Facebook du marché du travail. C'est vrai que c'est important d'avoir quand même un profil en ordre. Parce que souvent, les recruteurs vont jeter un œil quasi systématiquement sur qui vous êtes. Voilà. Surtout pour les professions du tertiaire. Ensuite, ça découle, donc une fois que la boîte à outils elle est remplie, elle est bien, les outils sont bien affûtés, il faut vous rendre visible. Donc rendre visible, actuellement, vous avez donc les réseaux sociaux, donc c'est LinkedIn ou autres, hein. On peut poster des vidéos sur YouTube si on a des compétences particulières. C'est les contacts réseau. Donc les contacts réseau, c'est vraiment de dire très rapidement autour de vous, finalement, que vous cherchez du travail, mais pas n'importe quel, enfin, pas tout, justement, comme je vous disais, mais vraiment spécifiquement ce travail-là. Vous êtes paysagiste, vous cherchez en fait du travail en tant que paysagiste. Vous êtes secrétaire de direction, vous cherchez en tant que secrétaire de direction, etc. Donc vraiment, rendez-vous visible et surtout n'hésitez pas à communiquer que vous cherchez un emploi. Souvent, les gens se gênent, mais ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc là, ça revient à la boîte à outils, donc vraiment mobiliser les réseaux, connaître les entreprises ciblées. Souvent, les gens nous disent: «Mais moi, madame, j'ai pas de réseau». Ben non, c'est pas vrai, parce que n'importe quel travail, on a des collègues, on a des fournisseurs, on a des clients, on a même un patron parfois peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider pour la suite. Donc on a tous un réseau, on a des voisins, on a des amis, on a de la famille, etc. Là, un peu plus technique, veille de l'actualité des entreprises. Je vous dis n'importe quoi. En Valais, on apprend par exemple qu'une cave va s'agrandir parce qu'elle marche bien finalement et qu'ils vont construire ou agrandir la ligne d'embouteillage. Ben ça, c'est un indice que peut-être ils ont besoin de gens dans ce domaine-là. Donc ça peut être intéressant quand vous lisez ce genre d'informations, de justement aller contacter ces gens-là. Il n'y a pas d'annonce, comme toujours, le marché est caché, mais peut-être qu'ils vont justement en fait devoir forcément recruter et vous pouvez
finalement vous positionnez avant qu'ils ouvrent à tout le monde. Et là, on se retrouve dans le fameux marché ouvert où tous les gens arrivent en masse. Donc ça, c'est vraiment aussi une stratégie qui est relativement vraiment rémunératrice. Obtenir un entretien, donc là, c'est le Graal. Obtenir un entretien dans le marché caché, c'est pouvoir en fait rentrer en contact avec des professionnels, leur expliquer votre projet. Donc je reviens lourdement là-dessus. Quand vous obtenez des entretiens professionnels, vous ne pouvez pas y aller sans dire ce que vous cherchez. Sinon, vous allez vous griller en fait. Et ça ne sert à rien. Donc là, vous allez pouvoir discuter, dire ce que vous cherchez, obtenir des conseils, etc. Donc voilà, c'est ça la démarche du marché caché. Donc ça s'apprend, ça s'entraîne. Et puis, l'idéal, quand on est un collaborateur senior, c'est vraiment d'exceller dans cette démarche de marché caché en se préparant, en s'entraînant encore et encore et en élargissant. Élargissant, c'est, je vous donne un exemple, vous avez obtenu un entretien dans la boîte d'à côté, puis le patron vous reçoit finalement, alors qu'il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien, puis il vous dit, ben voilà, vous faites votre entretien, vous prenez de l'information, éventuellement, vous arrivez à laisser finalement un CV, même si ce n'était pas l'objet du marché caché. Et avant de sortir, au lieu de le remercier de partir, vous lui dites, mais au fait, vous ne connaîtriez pas quelqu'un d'autre comme vous qui pourrait me recevoir ou qui chercherait. Donc, vous essayez toujours d'obtenir une recommandation pour rebondir en fait sur un autre contact réseau. Ça, c'est vraiment la démarche par excellence. Donc, de rentrer en contact et de se faire recommander pour la suite. J'ai presque fini. En conclusion et concrètement. Donc ça, c'est vraiment les points que je recommande. Alors, vous l'avez compris, hein, parce que j'ai été lourde, avoir un projet professionnel clair, centrer votre discours sur vos compétences en les mettant en avant, puisque justement, on a bien vu qu'en fait, l'âge ne prédisait pas la performance. En revanche, les compétences, oui. Et à 50 ans et plus, on a forcément tout un tas de compétences. Ces compétences, il faut tout de même les développer ou les avoir mis à jour. Ça, c'est important parce que souvent, c'est comme ça qu'on se fait ramasser sur l'âge. Quand il y a des restructurations, les gens qui finalement ont traîné des pattes sur les formations continues qui ne sont plus tellement à jour, on se fait une joie de se dire, ben, OK, si on doit choisir, on prend plutôt cela. Donc vraiment, la formation continue, pour moi en tout cas, c'est une des clés de l'employabilité des seniors et de l'employabilité tout court. Les choses vont vite, le marché évolue vite, toutes les professions évoluent, donc c'est vraiment se tenir à jour sur ses compétences. Privilégier les petites et moyennes entreprises aux grands groupes. Alors, il y aura toujours peut-être des exceptions, mais globalement, ce n'est vraiment pas elles qui vont recruter les collaborateurs seniors. Elles en ont elles-mêmes déjà pas mal à gérer, elles doivent elles-mêmes mettre en place des stratégies pour savoir comment elles vont les accompagner jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas une cible qui est vraiment très intéressante, à nouveau, sauf si vous êtes dans une profession extrêmement rare où là, tout le monde, de toute façon, vous voudra. Mais vraiment, concentrez-vous vraiment sur les petites sociétés. Je l'ai remis en gras, privilégier le marché caché autant que possible, et plus on va en âge. Donc, c'est toujours ces deux leviers. Hein. La petite annonce, quand on est très jeune, c'est bien, et plus on va en âge, on continue à la faire, mais on augmente le marché caché à partir de 45 ans. On rassure, on explique et on cherche à convaincre. Donc là, on est dans la démarche de devancer les préjugés qu'on pourrait avoir sur cette catégorie d'âge. Donner envie aussi par l'attitude finalement, parce qu'on peut très bien dire des choses, mais avoir l'attitude inverse, c'est-à-dire dire qu'on est très très dynamique puis arriver complètement avachi. Donc vraiment, l'attitude est hyper importante aussi, ça va avec le discours. Et puis, dernier point, ne pas se décourager. On est quand même sur un marché, vous l'avez vu en Europe, on est quand même les 3e meilleurs. Donc même s'il y a encore du chômage, évidemment, il ne faut jamais oublier que 80% des gens travaillent dans cette catégorie. Donc OK, c'est un peu plus long, on a vu que ça prenait plus de temps, mais mine de rien, le marché en Suisse, il est encore très ouvert. Donc voilà, j'ai terminé pour ma présentation.